Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Jamais un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord international en une seule journée. 171 États sont à New York pour ratifier l'accord sur le climat entériné à Paris en décembre 2015. Paul Kabatieba y représente le Burkina avec en marge une visite mise à profit pour nouer des partenariats fructueux entre le pays de l'oncle Sam et celui des hommes intègres. De l'intégrité, il en faut pour gérer les sociétés comme la Sonature. Cependant, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption note quelques irrégularités dans sa gestion au cours de la transition. Au siège de l'institution, ce matin, les médias ont été édifiés sur les résultats des investigations menées sur les ventes de parcelles. Plus de 200 marques d'eau préemballées sont aujourd'hui sur le marché burkinabé. Avant d'être sur le marché, elles sont soumises au contrôle du Laboratoire national de santé publique. Toutes ces marques sont-elles soumises à cette règle? Comment se font les contrôles? Éléments de réponse dans quelques instants. Avant de développer ces titres, plusieurs personnalités ont été reçues ce matin à Kosiam. Tour à tour, l'on a parlé éducation, mais aussi transport, avec la rencontre des ministres du transport du G5 Sahel. Le point de ces audiences avec Mokhtar Ouedraogo et Amandine Lalsaga. La question du trafic routier a été au centre des échanges entre le président du Faso et le ministre des Transports du Ghana. Dios Bawa Mokhtari est venu demander au chef de l'État burkinabé de plaider auprès de ses pairs pour une fluidité du transport des personnes et des biens sur le réseau routier des deux pays, tous membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la suite du ministre des Transports du Ghana, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu les ministres des Transports du G5 Sahel. Il y a un lien d'amitié qui unit ces 5 pays. Et le Burkina Faso est un pilier dans ce domaine. Vous savez, avec Air Burkina, le Burkina Faso a une expérience dont nous devons prendre avantage et dont nous devons nous inspirer afin que cette création de cette compagnie se fasse dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Autre sujet abordé à Kosiam ce vendredi dans la matinée, la question de l'éducation pour tous. Dambélé Samuel et ses collaborateurs de la Coalition nationale de l'éducation pour tous sont venus informer le président Kaboré de la tenue de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. C'est une activité phare de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous pour faire un plaidoyer. De sorte que toute l'opinion nous accompagne dans les questions cruciales que nous évoquons. Et ces questions sont entre autres celles habituelles de l'éducation, qui sont l'accès, la qualité, le financement de l'éducation. Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu également avec le secrétaire exécutif du Conseil national de l'entente. Dr Patrice Kwame a fait au chef de l'État le point de certains dossiers de son institution. Très prochainement, il y aura un sommet au cours duquel certains dossiers seront soumis à la conférence des chefs d'État. Le sommet devrait se tenir au Niger en décembre avec les élections au Niger et au Bénin. On a dû reporter ce sommet. Maintenant que les élections sont terminées, probablement le sommet va se tenir le plus tôt possible. Le nouveau bureau exécutif national de l'Église des Assemblées de Dieu était sur le carnet d'audience du président du Faso. Conduite par le pasteur Michel Ouedraogo, la délégation a dit être venue féliciter le chef de l'État et lui réaffirmer son engagement à œuvrer pour un Burkina Faso de paix. En prélude à la rencontre internationale sur le climat, le Premier ministre Paul Kabatieba a nourri des échanges avec diverses personnalités à New York. Les priorités du Burkina ont été mises en avant avec le développement et l'investissement en première ligne. Le point de ces donc audiences avec nos envoyés spéciaux, Pawan Drogo, Jean Zongo et Simon Gongo. Arrivé à New York, Paul Kabatieba a rendez-vous avec Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. Le Premier ministre est allé lui présenter les priorités du gouvernement burkinabé dans le domaine du développement après les élections. Il était important, après l'élection du président, de venir
exposer nos priorités, notre vision du développement et partager ça avec les PNUD qui est un partenaire important pour le Burkina Faso. Et je suis content qu'on se soit compris. Après elle, le chef du gouvernement a rencontré des hommes d'affaires américains qui souhaitent investir dans l'agrobusiness, la santé et d'autres domaines. Il faut vanter la destination Burkina pour les inciter à venir chez nous. Aller investir dans la vallée du Sourou, aller investir dans la région de Bagré, transformer sur place là-bas les productions, ou même, pourquoi pas, exporter à partir de là-bas des productions qui sont là-bas, qui souvent, malheureusement, produisent sur place. En marge de la signature de l'accord de Paris sur le climat, le Premier ministre compte vendre la destination Burkina aux hommes d'affaires et mobiliser les partenaires à soutenir les efforts de construction du pays. 171 pays ont été invités à signer l'accord sur le climat négocié à Paris en décembre 2015. Le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, représente le Burkina à la tribune de l'ONU. Ce vendredi, le secrétaire général de l'organisation onusienne a qualifié cette rencontre d'inédite. Un peu plus de 4 mois après la COP21 à Paris, l'accord sur le climat doit être signé ce vendredi au siège des Nations Unies à New York. Avec plus de 165 pays signataires, ce sera le plus large accord international approuvé le même jour. Pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Les 195 nations représentées à Paris en décembre ont toutes approuvé l'accord sur le climat, à l'exception du Nicaragua qui estime que les efforts exigés des pays riches sont insuffisants. 60 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce vendredi, dont le président français François Hollande. Les 3 premiers mois de 2016 ont encore battu tous les records de température à travers le monde. Le niveau des glaces en Arctique est particulièrement bas, sans compter les sécheresses provoquant d'importants incendies ou encore les inondations. Pour entrer en vigueur, l'accord signé à New York doit ensuite être ratifié par 55 pays, représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre. Des irrégularités sont à noter dans la gestion de la Sonature. Cependant, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption note une amélioration de la gouvernance de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Ce matin, la SCE a animé un point de presse au cours duquel les résultats des investigations sur la gestion de la transition ont été révélés. Kansoun Koulibaly, Jérémy Sié Koulibaly. Sous la transition, des efforts ont été faits dans le sens d'améliorer la gouvernance. Cette conclusion émane du rapport de synthèse de l'audit investigation couvrant la période du 1er janvier 2015 au 28 décembre de la même année, date de démission du gouvernement Zida. Mais le diable se cache dans le détail. Ce qui est le point noir au niveau de la gestion de la transition, c'est le fait que l'idée d'urgence a conduit au recours aux procédures de gré à gré. Plus de 55% de la commande publique passée durant la période de la transition s'est faite selon ces procédures exceptionnelles, alors que la norme communautaire UEMOA est de 15%. Plus de 63 milliards de francs CFA sont concernés, sans aller jusqu'à affirmer qu'il y a eu détournement des deniers publics. L'autorité supérieure de contrôle d'État parle de risques élevés de collusion, de corruption et d'enrichissement illicite. Des contrôles exécutés sur les comptes de dépôt et les régies d'avance révèlent des dépenses irrégulières. Près de 5,5 milliards en ce qui concerne les comptes de dépôt et près de 500 millions de francs CFA de dépenses irrégulières relatives aux régies d'avance. Ce qui est en cause, c'est principalement l'irrégularité, voire l'absence des pièces justificatives. La non-justification des dépenses est devenue le moyen par lequel on détourne l'argent, puisqu'on fait croire que ça s'est exécuté, mais que simplement il y a eu une négligence en ne prenant pas les pièces, alors qu'il se peut que ça n'ait même pas eu lieu. Irrationnelle et non transparente, ce sont les qualificatifs utilisés par les contrôleurs d'État pour parler de la gestion du carburant et des lubrifiants. Le montant incriminé s'élève à plus de 630 millions de francs CFA, jugés irrégulières, sur une consommation totale de plus de 7,5 milliards. L'autorité supérieure de contrôle d'État, qui s'est également penchée sur les allégations de vente de parcelles par la Sonature,
déplore dans un second rapport un manque d'éthique, d'équité et de transparence dans la gestion des parcelles. Elle s'insurge également contre les faveurs sans base légale, accordées entre autres au Premier ministre Zida et à certains membres de son gouvernement. Toutes les investigations ont été menées sans une mise à disposition de moyens à l'autorité en charge de la lutte contre la corruption, ce qui fait dire au contrôleur général d'État que la volonté exprimée dans les discours doit se matérialiser dans les faits. On a parlé sécurité ce matin à Ouagadougou. Le ministère en charge de la question a tenu son premier conseil d'administration sur fond de diagnostic des activités menées en 2015. L'année 2016 se présente avec plusieurs défis à relever allant de la sécurisation du territoire national à la restauration de l'autorité de l'État en passant par la question des groupes d'autodéfense. Les précisions de Paul-David Bambara et Bouma Ernest Lébier. C'est sous le thème « Renforcement de la gouvernance au Burkina Faso » quel défi pour le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure dans le Burkina Nouveau que se tient ce premier CASEM de l'année 2016. Une rencontre qui va se pencher sur de nombreux défis qui sont des préoccupations de l'heure. Que les questions sécuritaires, nous puissions revenir sur ces questions sécuritaires pour dire un peu quelle est la vision du ministère et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Et également la question de l'organisation de la gestion du territoire et le suivi et la promotion de la décentralisation. Cette rencontre-là est une opportunité immense pour nous de regarder tout ce point-là, mais de faire le point du programme d'activité 2015, faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et examiner également le programme 2016. D'intenses réflexions seront menées et des stratégies seront trouvées au cours de cette rencontre afin de mieux faire face à ces nombreux défis. Les élections municipales du 22 mai prochain ainsi que la question des Kogluego seront aussi abordées au cours de ce CASEM. La SCAD tire vers sa fin et c'est le PNDS qui devrait prendre le relais. Qu'à cela ne tienne, la rencontre annuelle de la pré-revue de la stratégie de croissance accélérée de développement durable s'est tenue ce matin à Ouagadougou. Elle réunit plusieurs acteurs venus de tout le pays. Yacouba Gamene et Claudine Dimabio Bikaba pour le reportage. Le plan de développement économique et social PNDS vient en remplacement de la SCAD, stratégie de croissance accélérée et du développement durable. La SCAD a été un instrument de suivi et d'évaluation des politiques nationales de la période 2011-2015. Les acteurs de sa mise en œuvre sont réunis ici pour la finalisation du projet de rapport de la fin de sa mise en œuvre. Conçue pour l'orientation du développement économique et social du pays, la SCAD permet d'apprécier les progrès réalisés au cours d'une année dans les instances de décision. Elle vise la finalisation des produits essentiels devant être examinés et validés par le Comité national de pilotage de la SCAD, à savoir le projet de rapport de performance de la SCAD qui rend compte de l'état de sa mise en œuvre. Elle a donc un caractère technique. Son ambition étant de se projeter dans l'avenir sur les chantiers en cours, le présent projet de rapport en évaluation va constituer un terreau sur lequel le gouvernement va s'appuyer pour l'élaboration du PNDS qui sera bientôt adopté par celui-ci. À l'initiative du PCN, le parti du Congrès national du Soudan, une convention a été donc ratifiée ce matin avec le MPP, le Mouvement pour le Peuple et le Progrès. Selon les signataires, cette convention a pour but de renforcer les liens existants entre les peuples soudanais et burkinabés. Nous en savons davantage avec Roger Kam et Yolande Lompo. Le parti du Congrès national du Soudan et le Mouvement du Peuple pour le Progrès ont convenu de ce qui suit. La coopération dans le domaine de la formation des cadres des deux partis dans tous les domaines. Encourager les gouvernements des deux pays à établir des projets conjoints
et à promouvoir des échanges entre les structures économiques dans les deux pays. Ce sont là les principales articulations stipulées dans la convention de coopération que viennent de signer le Parti du Congrès national du Soudan PCN et le Mouvement du peuple pour le progrès MPP. À partir de cet instant, les deux partis au pouvoir s'engagent à travailler main dans la main pour le développement d'une Afrique unie et prospère. Le MPP est un parti internationaliste de par notre orientation idéologique. Donc tous les partis africains qui luttent pour la dignité et le progrès en Afrique sont par définition nos amis. Donc nous accueillons à bras ouverts nos frères du Soudan et nous pensons qu'à travers la coopération entre nos deux partis, nous saurons impulser les valeurs universelles de démocratie, de solidarité et de progrès pour nos peuples. En visite d'amitié de 48 heures au Burkina Faso, la délégation du Congrès national soudanais, conduite par son secrétaire adjoint des affaires africaines, prévoit d'autres séances de travail. Objectif fondamental, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Et c'est justement au Soudan que vont se rendre dans les jours prochains. Ils sont au nombre de 800 et forment le bataillon LAFI 8 qui sera déployé pour le maintien de la paix au Darfour. 2 mois durant, ils ont reçu une formation ponctuée de théorie, mais surtout de pratique pour pouvoir dûment servir la patrie. Alidou Badini et Olo Poda nous les présentent. Démonstration de contrôle de foule. La mise en scène se veut rigoureuse, un exercice parmi tant d'autres qui attendent le bataillon LAFI 8, prêt à être déployé au Darfour. Ce bataillon est à l'instar des autres bataillons, outillé en tout cas à prendre la relève de cette mission-là. Donc ce qui fait sa spécificité, c'est la discipline, c'est leur engagement, leur volonté en tout cas de remplir cette mission avec toutes les instructions que le commandement nous a confiées. Après 2 mois passés aux mains des instructeurs burkinabés et américains, ces 800 hommes et personnels civils ont acquis des connaissances en vue de servir avec honneur et responsabilité au sein d'un bataillon onusien. Nous avons tiré leçon de ce que certains contingents ont connu en République centrafricaine, au Darfour, et au cours de la formation qui est ici dispensée au personnel, naturellement nous mettons l'accent sur les règles de comportement, les règles de conduite qui doivent contribuer à protéger les populations, à veiller à ce que, en tout cas, nos personnels qui y sont, et par leur comportement et leur conduite quotidienne, rassurent les populations et afin de les permettre de recouvrir leur dignité et de leur permettre de se réinsérer dans la société pour être des producteurs. Dans quelques semaines, ces hommes et femmes vont rejoindre les théâtres d'opérations de maintien de paix avec pour ambition de relever les défis sécuritaires et ceux liés à la pacification au Darfour dans la discipline et le respect des lois. On en vient à cette question qui préoccupe plus d'un. L'eau que nous buvons est-elle saine? En cette période de canicule, le geste est banal. Acheter de l'eau préemballée parce que pratique, l'ouvrir et la boire. Seulement, sommes-nous sûrs que cette eau est passée au contrôle du laboratoire national de santé publique? Comment ce laboratoire mène-t-il ses contrôles? Nong Bakouda et Adama Koulibaly nous éclairent. Il existe actuellement une multitude de marques d'eau en sachet qui sont commercialisées au Burkina Faso. Selon un arrêté de 2003, toute eau destinée à la consommation humaine doit être soumise au contrôle préalable du laboratoire national de santé publique. Et dans cette optique, le laboratoire effectue plusieurs types de contrôles. Le client lui-même apporte ses échantillons au laboratoire national de santé publique, dit quels sont les paramètres qu'il veut qu'on contrôle, on fait le contrôle des paramètres qu'il demande, on ne statue pas sur la conformité de l'eau par rapport à une certaine mise à la consommation. On ne peut pas non plus faire d'inférence par rapport à un certain stock qu'on n'a pas vu. Ensuite, le client peut venir au laboratoire et demander qu'on se déporte, qu'une équipe du laboratoire se déporte dans son entrepôt, ou en tout cas où se trouve l'échantillon, fasse le prélèvement et effectue les contrôles de tous les paramètres qu'il trouve réglementaires pour statuer sur la qualité de la production. En ce moment, le laboratoire fait l'échantillonnage représentatif,
prélève les échantillons, fait le contrôle de la qualité de tous les paramètres indiqués et sort un rapport d'analyse sur lequel il peut inférer le résultat à un stock qu'il a vu, sur lequel il a fait l'échantillonnage, et également peut statuer sur la conformité du produit. Ça, c'est le premier type. Le deuxième, c'est le protocole dont j'ai parlé, qui est régi par l'article 4 de l'arrêté 2008-09. Le laboratoire établit une sorte de convention avec le producteur pour un suivi régulier de sa production sur la durée. En général, c'est 1 an renouvelable, d'accord parti, et une inspection également de son unité de production. Dans cette condition seulement, le producteur est autorisé, s'il le souhaite, à marquer sur l'emballage de son produit eau régulièrement contrôlée par le Laboratoire national de santé publique. Des paramètres tels que la recherche de germes, de facteurs physico-chimiques sont pris en compte dans ces contrôles. Et pour les eaux dont la conformité ne répond pas aux critères établis, des mesures sont prises. Il peut arriver, par exemple, que la non-conformité soit mineure dans notre jargon et que, par exemple, il y ait des dispositions possibles pour corriger cette non-conformité. Alors, nous disons que l'eau telle qu'elle est n'est pas à mettre à la consommation, mais il faut corriger d'abord la non-conformité, ensuite soumettre l'eau en question dont la non-conformité a été corrigée au contrôle, et à l'issue maintenant de ce second contrôle, si elle est conforme, l'eau en question peut être mise à la consommation. Même s'il existe une convention entre le Laboratoire national de santé publique et les sociétés d'eau préemballées, le contrôle n'est pas systématique, puisque la dernière publication sur ces sociétés a porté sur 32 marques parmi 200, soit environ 15%. Et voici un programme qui devrait aider à maîtriser les menaces des pandémies. Il s'agit de celles qui sont émergentes et le programme est baptisé EPT2. Cette deuxième phase fait l'objet d'une rencontre entre experts ivoiriens et burkinabés, précisément sur sa composante FAO. Explication Roger Kam, Estelle Judith Assogba. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se préparent contre toute éventualité de menace contre la pandémie émergente. On peut citer la maladie à virus Ebola et la grippe aviaire. En février dernier, les acteurs engagés dans cette lutte avaient procédé au lancement régional de la deuxième phase EPT, connue sous le nom de la composante FAO du programme de menaces des pandémies émergentes. Aujourd'hui, ils se retrouvent à Ouagadougou pour une consultation nationale. Au niveau de chaque pays, il est question maintenant de mettre en place un programme clair d'activité. Comment ça va se passer? Quel est le contenu? Ça va se faire à quel moment précis? Voilà un peu l'objectif aujourd'hui. Et on a décidé, pour bien mettre en œuvre ce programme, de mettre ensemble un certain nombre de pays qui ont des préoccupations similaires. Chaque pays devrait être prêt pour faire face à des crises sanitaires qui sont de nature à passer de l'animal à l'homme. C'est un programme, une fois mis en œuvre, sera d'une grande utilité pour les pays africains, dont le Burkina Faso. Le schéma classique de faire face aux maladies répond au principe de pouvoir les détecter précocement pour pouvoir agir. Donc ce programme va nous permettre, avec l'appui de la FAO, de former à l'intérieur des pays les compétences pour que les maladies puissent être détectées rapidement au niveau des animaux, afin d'éviter qu'elles ne passent chez l'homme, et que les conséquences en termes de mortalité chez l'animal également soient réduites. Ce programme concerne aussi bien l'Afrique et un certain nombre de pays asiatiques. Il couvre une période de 5 ans et est financé par l'USAID à hauteur de 100 millions de dollars américains, soit 58 milliards 700 millions de francs CFA. L'Association interprofessionnelle du coton espère que la production de cette année sera meilleure que celle de l'an passé. Elle a animé un point de presse ce matin à Ouagadougou avec à l'ordre du jour la suspension de la culture du coton génétiquement modifié, mais aussi les prix d'achat du coton graine. Le point avec Nongba Kouda et Oumou Sissé. Face à la presse, l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina, AICB, fait le bilan de la campagne cotonnière écoulée. 581 tonnes de coton graine ont été produites en 2015, une production que les conférenciers jugent en deçà des attentes. Le coton burkinabé a également perdu de sa qualité. Et pour la campagne 2016-2017, le Burkina Faso suspend temporairement la culture du coton génétiquement modifié au profit du coton 100% conventionnel. Des mesures sont prises pour que ce retour se passe dans de meilleures conditions. Nous avons, dans le cadre des mesures complémentaires, fait des commandes
d'appareils de traitement. Les appareils de traitement permettent donc d'aller assez vite et il y a une variété d'appareils de traitement. Ça va donc des appareils simples aux atomiseurs qui sont plus indiqués pour les vastes exploitations. Et il faut dire aussi qu'au niveau de chaque société cotonnière, il a été mis en place des brigades pour pouvoir donc également accompagner les producteurs en cas de forte infestation et également soutenir les gros producteurs en ce qui concerne donc le traitement phytosanitaire de leurs exploitations. Au cours de cette conférence de presse, l'AICB a également dévoilé ses ambitions pour la nouvelle campagne. Un objectif de 700 000 tonnes de coton graine est fixé. Le prix du coton à l'achat aux producteurs est fixé à 235 francs le kilogramme pour le premier choix, contre 210 francs pour le deuxième choix. Un clin d'œil à présent sur ces entreprises locales qui exportent leur expertise. Une route de 46 km au Ghana porte le label Kanazoe et Frères. L'inauguration a même été faite par le président de ce pays voisin, Arthur Ouedraogo. Et Tanga Kafando, de retour du Ghana, nous en disent plus. C'est l'une des plus belles voies du Ghana. Le qualificatif est du président John Dramani Mahama qui inaugure himself la route Dodo-Pepesu-Nkwanta. Une route de 46 km faisant partie intégrante de la nationale numéro 2, considérée comme le corridor du Grand Est. Financés par l'Union européenne, les travaux ont été réalisés par l'entreprise burkinabé Kanazoe et Frères qui a reçu les félicitations des bailleurs et du président ghanéen pour la qualité du travail. Et pour le PDG Gabriel Kanazoe, c'est un satisfait vu les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés. Dans cette zone-là, il pleut à peu près 7 mois sur 12, donc on n'a plus que 5 mois de travaux proprement dit. Donc ça veut dire que dans une année, on peut travailler seulement 5 mois en grande cadence. Les travaux de la route ont démarré en septembre 2012 pour finir en septembre 2015 et finit également le calvaire des usagers et des riverains qui expriment ici leur joie. Oh, it's nice. It's very, very C'est très joli cette route. Nous disons merci au président. I am very happy for what President done for us. Et derrière cette joie, on peut également lire la joie d'une entreprise dont l'expertise se vend bien à l'étranger et qui constitue une fierté pour le Burkina. Les raisons de la suspension du deuxième vice-président de l'UPC ont été relatées dans les quotidiens du jour. À lire également le classement mondial de la liberté de la presse fait par RSF et autres actualités internationales. La revue de la presse est avec Aimé Solange Guigma. Suspension de Louis Armand Wali et de Bruno Kafando, l'UPC s'explique dans les journaux du jour. Ce sont les frustrations de n'avoir pas été retenu par la base de l'UPC lors des élections législatives de novembre 2015 qui expliquent les agissements contraires au texte du parti, du deuxième vice-président du parti Armand Wali et du secrétaire général de la section de Kadiogo, Bruno Kafando, affirment les responsables du parti dans Sidoya. Les Wali s'agitent pour des raisons alimentaires selon le porte-parole de l'UPC, Rabi Yamweugo, qui l'a signifié dans les colonnes de l'Observateur Palga et de Notre Temps. Ils sont qualifiés de manipulés et de vendus dans le quotidien. Par conséquent, pour Rabi Yamweugo, il n'est pas question de garder des brebis galeuses au sein du parti, indique le pays. Et en passant, on apprend dans les colonnes de l'Observateur Palga que le Burkina Faso occupe la 42e place sur 180 pays selon le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières et est 5e en Afrique, précise le pays. Le continent africain passe devant le continent américain dans ce classement publié ce 20 avril par RSF qui d'ailleurs dénonce dans le journal Le Soir des pratiques de censure intensifiées récemment au nom de la lutte contre le terrorisme et des atteintes violentes contre les journalistes, souvent dans la plus grande impunité.
À l'international, Citoyen nous informe qu'une ancienne esclave noire sera bientôt sur les billets de $20 aux États-Unis. Harriet Tubman, figure de l'abolitionnisme aux États-Unis, va remplacer l'ancien président Andrew Jackson sur le recto du futur billet de $20. Pour le soir, c'est un symbole fort puisque ce dirigeant était lui-même en son temps propriétaire d'esclaves. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.